De nouveaux détails vraiment choquants sont apparus concernant l'attaque nocturne contre Moscou du 17 mai. C'était la plus grande attaque contre la capitale russe depuis le début de la guerre. Je vais vous dire l'essentiel tout de suite. Il ne s'agit pas seulement de frappes sur une ville. C'est une percée systémique à travers 4 niveaux de défense anti-aérienne que Vladimir Poutine a mis des années à construire précisément pour protéger Moscou et pour protéger le Kremlin. Je rappelle qu'avant le 9 mai, presque tous les systèmes de défense anti-aérienne russes avaient été rassemblés à Moscou, mais cela n'a même pas aidé la ville. De plus, on a appris avec quoi exactement l'Ukraine a attaqué et à quoi s'attendre ensuite. Il y a ici plusieurs points importants qui ont beaucoup effrayé le Kremlin et redonné espoir à l'Ukraine. En effet, alors que tout le monde regardait Moscou, les drones ukrainiens ont en réalité attaqué plusieurs autres sites majeurs en Russie, loin d'ici. Bref, analysons tout dans l'ordre. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Et écrivez, que ce soit maintenant ou à la fin de la vidéo, votre commentaire sous cette vidéo. Parce que c'est très important pour la promotion du contenu sur YouTube. Je vous en serai reconnaissant. Et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Pour commencer, je rappelle brièvement où les forces de défense ukrainiennes ont frappé. Dans la nuit du 17 mai, l'une des plus grandes attaques ukrainiennes contre Moscou a eu lieu. Les systèmes de défense anti-aérienne russes ont été activés dans plusieurs villes de la région de Moscou en même temps. À Zelenograd, un incendie a éclaté après une attaque ou une intervention de la défense anti-aérienne russe. Des explosions ont retenti à Khimki, Lobnia, Narofominsk, Klin, Skodnia, Dedovsk et Durikino. Je le dis tout de suite. Si j'ai mal placé l'accent tonique dans le nom de cette ville Mokshan quelque part, ça m'est égal. Je ne veux même pas consciemment retenir les noms des villes dans la Russie sauvage. Je me fiche complètement de comment s'appellent correctement les villes là-bas, quelque part dans les marécages. Point final. Où ont-ils frappé ? L'usine de semi-conducteurs Engström visée par des sanctions a été touchée par une attaque de drone. Nous sommes à Zelenograd. Le technoparc Elma a également été attaqué. Un incendie s'y est déclaré. Dans ce technoparc, on produit du matériel électronique, des instruments de mesure et de contrôle, du matériel optique, on y traite les matériaux, on y mène des activités de recherche et on y travaille aussi dans le domaine des technologies, de l'information. L'impact de drones ukrainiens a également été constaté sur le site de la station de chargement de produits pétroliers Solneknogorskaya, dans le village de Durikino, région de Moscou. Un incendie s'est également déclaré au MKB. Le MKB Raduga, un bureau d'études russe de construction mécanique. Il est situé dans la ville de Dubna, dans la région de Moscou, et on y fabrique des missiles de croisière ainsi que leurs composants. L'aéroport Sheremetyevo de Moscou a également été fermé. Là-bas. Là-bas, ouais. Ça fume. On dirait qu'ils l'ont abattu. C'est Khimki, les gars. Никитос, сбивай членом. Khimki, ça frappe fort. Putain, c'est vraiment n'importe quoi. Короче, сначала сюда один дрон влетел, потом второй влетел. Охренеть. Maintenant, voyons avec quoi les forces de défense ukrainiennes ont attaqué la capitale russe, Moscou. L'état-major des forces armées ukrainiennes a officiellement confirmé que les forces de défense ont utilisé des drones de conception ukrainienne, RS-1 Bars FP1 Firepoint, ce même drone Firepoint, Bar SM Gladiator et d'autres. C'est-à-dire que ce sont exclusivement des drones ukrainiens à longue portée. La Russie a annoncé avoir soi-disant abattu des drones, 556 drones, et cela en dit long sur l'ampleur de cette attaque. Le précédent record était le 7 mai.
347 drones. Avant cela, le 25 mars, 389. Maintenant, 556. Comme vous le voyez, ça augmente à chaque fois. Et à chaque fois, Moscou déclare avoir tout intercepté, mais pourtant des raffineries de pétrole prennent feu et des débris tombent sur les aéroports. Maintenant, le plus important, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans toute cette histoire? Et chaque spectateur doit le savoir. La région de Moscou est la zone aérienne la mieux protégée de toute la Russie. Oui, de toute, absolument toute la Russie. Autour de Moscou et dans Moscou même, il y a pas moins de 4 lignes échelonnées de défense anti-aérienne et anti-missiles. C'est l'anneau extérieur autour de toute la région de Moscou. Le deuxième anneau moyen, le troisième anneau le long du périphérique de Moscou, et l'anneau intérieur de défense aérienne de la ville. Ce sont littéralement ces mêmes pantsirs sur les toits et tours de Moscou. Et voici ce qui est crucial dans cette histoire. Cette nuit du 17 mai, des drones ukrainiens ont percé 3 de ces 4 lignes de défense. C'est le meilleur résultat depuis le début de la guerre. Regardez la carte des frappes pour comprendre l'ampleur. Zelenograd, c'est la 4e et la 3e ligne de défense anti-aérienne, elles ont été percées. Un impact direct sur le technoparc Elma et l'entreprise Angstrem. Le SBU rapporte, je cite, « L'entreprise est un élément important du complexe militaro-industriel russe. Et elle est impliquée dans la production de microélectronique, de radioélectronique, de systèmes optiques et de robotique pour les besoins militaires de l'ennemi. » Ensuite, voici Kapotnia ou Kapotnia. C'est déjà la zone intérieure de Moscou, c'est-à-dire la 2e et la 3e ligne de défense anti-aérienne. Au final, il y a eu un incendie à la raffinerie de pétrole Gazprom Neft de Moscou. C'est l'un des principaux fournisseurs de carburant pour Moscou et la région centrale. Sa capacité, 12 millions de tonnes de pétrole par an, elle produit de l'essence automobile, du diesel et du kérosène d'aviation. Ensuite, Solnechnogorsk, c'est encore une fois la zone intérieure de la défense anti-aérienne, autrement dit la 2e et la 3e ligne de défense de Moscou. La station de pompage de pétrole Transneft à Dourikino a été touchée. C'est un nœud logistique clé pour l'approvisionnement en pétrole. Des frappes sur la station de pompage de pétrole à Volodarskoye ont également été confirmées. Autrement dit, plusieurs installations ont été touchées en une seule nuit. Des infrastructures pétrolières du centre de la Russie. Ensuite, Sheremetyevo, des débris de drones sont tombés sur le territoire de l'aéroport. Un des plus grands aéroports de Russie est donc fermé, tandis que des restrictions touchent Vnukovo, Domodedovo et Joukovski. Krasnoyarsk, Krasnodar, Nizhny Novgorod, ce sont aussi des régions supplémentaires qui ont été frappées. Mais il est important pour nous de comprendre une chose dans cette histoire. Les drones ukrainiens ont réussi à percer 3 des 4 lignes de défense en profondeur de Moscou. Et cela sans même prendre en compte le fait qu'ils devaient d'abord y arriver, en traversant plusieurs régions. Les Russes ont rassemblé à Moscou un nombre énorme de systèmes. Mais la densité ne compense pas la qualité et la quantité de nos drones ukrainiens. Les drones avancent par vagues à très basse altitude et sur plusieurs axes. C'est une tactique classique d'épuisement de la défense aérienne. Et maintenant, Moscou n'est plus loin de la ligne de front. Non. Aujourd'hui, l'Ukraine a clairement montré que la guerre peut être là où personne ne l'attendait. En Russie, ils ont confirmé des victimes. À Khimki, 1 mort et une personne sous les décombres. À Mytitchi, 2 morts. Selon le gouverneur de la région de Moscou, Vorobiov, il y a 3 morts dans la région et 4 blessés. Les débris de la défense aérienne russe sont tombés directement sur des immeubles résidentiels. Et c'est précisément cela qui a augmenté le nombre de victimes parmi la population civile. Il faut comprendre que Moscou n'a pas été la seule à être attaquée, ce qui est intéressant. En fait, pendant que toute la défense était concentrée sur Moscou, des frappes ont eu lieu en Crimée occupée. Le service de sécurité ukrainien a aussi attaqué la base aérienne de Belbek. Un complexe anti-aérien détruit, un Pantsir S-2, un hangar avec un radar pour le système S-400, un système de contrôle des drones Orion, une station de contrôle au sol pour les drones PO, Forpost, un point de transmission de données, Zemlia Vozduk, une tour de contrôle et un hangar sur l'aérodrome. Autrement dit, pendant que Moscou était distraite par les drones, la Crimée a subi une frappe distincte sur toute son infrastructure aérienne militaire. Et souvenez-vous que Poutine a retiré une partie de la défense anti-aérienne de toute la Russie pour protéger sa propre peau à Moscou. Les attaques se sont étendues davantage. L'Ukraine a frappé un navire de patrouille frontalière du projet d'X-1410 Svetliak dans le port de Kaspisk. Attention, c'est le Daghestan.
Autrement dit, l'Ukraine frappe déjà la flotte russe en mer Caspienne, qui était autrefois considérée comme intouchable. Je souligne que de là, depuis la mer Caspienne, les Russes ont attaqué non seulement l'Ukraine, mais aussi, à l'époque, la Syrie. Et personne ne pouvait les atteindre là-bas. Cela semblait être une mer intérieure pour les Russes et les Iraniens, une zone intouchable. Mais désormais, des navires y brûlent. En une journée dans le Donbass, un système de défense Tor M2 et un train transportant lubrifiant et carburant ont été touchés. Ainsi, en une seule journée, l'Ukraine a frappé de Moscou jusqu'à la mer Caspienne. Zelensky d'ailleurs a déclaré aujourd'hui ce qui suit, je cite, « La vague positive de nos frappes diplomatiques offre à l'Ukraine cette opportunité. Karen Netar. La distance jusqu'aux cibles, cette fois-ci, dépasse 500 km. C'est d'autant plus important que la région de Moscou est la plus saturée en moyens de défense anti-aérienne russe. Ils protègent leur centre du pouvoir. Mais les actions ukrainiennes à longue portée parviennent déjà à percer ce dispositif. Les Russes doivent penser à leurs propres raffineries de pétrole, à leurs propres entreprises, et non à la façon de détruire la vie d'autres peuples en Ukraine, en Moldavie ou dans n'importe quel autre pays voisin. Je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche. C'est très important pour recevoir les notifications et ne pas manquer les nouvelles émissions. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pechi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans l'Express dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.